Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Jean Starobinski, La relation critique. Qu'est-ce qu'interpréter? C'est déchiffrer et aussi imaginer. Paroles, images, corps dans les divers champs de l'imagination. L'imaginaire s'immisce dans la lecture psychanalytique. L'auteur incite à lire ou relire les grands livres. Texte d'une conférence présentée à l'université de Turin en 1967. Après le recueil d'études, L'œil vivant, consacré à l'antithèse de l'être et du paraître dans les œuvres littéraires. La tâche de la critique est de reconnaître. Théorie, méthode, contemplation de l'ordre sensé du monde. La théorie hérite de la partie descriptive des anciens arts poétiques et des traités de rhétorique. Méthode désigne la voie qu'on pourra suivre avec assurance. Théorie mise en mouvement, prouvant son efficacité et devenant art de trouver. L'historien, le critique, le philosophe n'accèdent à la pleine conscience de leur méthode qu'en se retournant vers la trace de leur cheminement. Dans les disciplines scientifiques, les méthodes se transforment et s'affinent dans le conflit des théories. Une critique de la méthode que la méthode elle-même ne prévoyait pas. L'aptitude à exercer une critique dans le domaine littéraire est l'une des garanties de la méthode elle-même. Rituel de la critique, le concours est aussi un jeu avec un arbitrage. Légende du péril de lancer un défi imprudemment. Le vainqueur traite le vaincu à sa volonté. La balance est l'emblème d'une justice objective. La critique opère un choix, pouvoir du refus, de la négativité dans l'acte du choix. L'herméneutique apprend à comprendre et à expliquer les pensées des autres. Mettre en lumière l'intention qui s'est manifestée dans le texte. L'herméneutique, art de la lecture des signes. Ce qui compte, c'est le sens que l'interprète va tenter d'y déceler. La critique littéraire est une philosophie de la littérature, tandis que la philosophie est une critique des données des sens et de la raison, selon Thibaudet. L'œuvre critique ressemble au voyage de ceux qui partent pour partir sans savoir où la pérégrination les mènera. Interviendra l'étude immanente des caractères objectifs du texte, composition, lexique, style, image, valeurs sensorielles. La face objective de l'œuvre, ses corrélations sur la structure ou le système. La réalité de la pensée consiste à être apparaissante. L'écriture étant l'expérience même, l'œuvre est un monde dans un plus grand monde, expression microscopique et microscomique du lieu et du moment de la civilisation. Le reflet. Ce dehors de l'œuvre est constitué par tout ce qu'elle transcende et par tout ce qui la transcende. Indice dans les œuvres elles-mêmes, dans leur repli. La structure structurée nous renvoie à un sujet structurant, nécessité de saisir sa valeur d'événement concret et vers quoi elle va. Devoir d'interroger l'auteur et vers quel destinataire se dirige cette parole. L'œuvre porte en elle le récit, l'indice ou la justification de leur propre venue au monde. Exemple de Proust ou Rousseau, racontant son illumination, ou Montaigne, évoquant la perte de la Boétie. Déchiffrer la nature d'un désir. La compréhension critique ne vise pas à l'assimilation du dissemblable. La critique littéraire est une activité de langage, sauvegardant la conscience de sa différence. La critique écarte le monologue. La solitude du discours est le piège auquel il faut échapper. Rigueur méthodologique du type idéal de critique, et disponibilité réflexive. Accéder à une compréhension plus vaste, s'inscrire dans la visée intentionnelle des locuteurs. Découvrir la motivation, le pouvoir organisateur. Ainsi s'opère le passage de la linguistique à la connaissance littéraire. La linguistique, science de la forme liée au sens, possède une aptitude herméneutique. L'écrivain et le milieu culturel sont interdépendants. Et la stylistique prête un mutuel appui à la sémantique historique. Pour Spitzer, l'histoire est partout implicite, sous-jacente, environnante, et la forme d'une œuvre est toujours obtenue à partir d'un matériau daté.
Composante existentielle, notion de vie qui trouve sa plus complète expression dans les textes de caractère autobiographique. Il n'est rien dans le style qui n'ait été dans l'âme de l'auteur. Préférence à une analyse immanente à l'œuvre. Le savoir philologique est un composé où entre en rapport dialectique la reconnaissance de la matérialité objective du texte et la qualité unique d'une lecture toujours singulière et particulière. Va-et-vient de tout à la partie et de la partie au tout. Pour Schleiermacher, la doctrine de la compréhension culmine avec l'acte divinatoire, en se transportant entièrement dans l'auteur, pour résoudre et dissoudre ce que le texte comporte de surprenant. Avec Heidegger, la compréhension et l'expression de la structure existentielle d'anticipation de l'être là lui-même. Spitzer appelait de ses vœux une approche aussi diverse que le veulent les textes étudiés. Déceler le projet de l'auteur et tenir compte des frontières à l'intérieur desquelles un écrivain a contenu sa parole. Univers mental de l'auteur, le tout ainsi constitué n'est plus celui de l'œuvre d'art, mais celui d'un monde spirituel. Espace où s'est appliquée la volonté créatrice de l'œuvre littéraire. La société et l'histoire ne sont pas inconnaissables. Conception goétienne, cosmos clos, l'œuvre rayonne d'une lumière conquise sur la nuit antécédente. Dans les Confessions de saint Augustin, l'auteur s'adresse à Dieu dans l'intention d'édifier ses lecteurs. Dieu est le destinataire direct du discours. Conversion, entrée dans une nouvelle vie, irruption de la grâce. Le changement affectant l'existence du narrateur. Rousseau déclare « Ce qui blesse sans tuer, c'est l'amour ». Rétablissement de toutes les choses au sein de Dieu, de l'un, du logo. Axe de l'histoire pour Scott Rigen. Circularité de l'interprétation théologique, la condition humaine expliquée par l'écriture, partie intégrante du discours explicatif. Mouvement de l'esprit et cercle herméneutique. L'interprétation vise tout ensemble, le maximum de cohérence discursive et le maximum de spécificité individuelle. L'objet à interpréter se désigne sur fond d'histoire à nous, individus historiques. Quand Sartre étudie l'imaginaire, il s'attache à décrire le pouvoir très général qu'a la conscience, de s'y réaliser dans l'activité imageante. Gaston Bachelard se tourne, lui, vers les moments privilégiés de l'invention poétique. Quintilien désigne par fantasia la quasi-présence de l'objet, de la personne ressentie par l'auteur et communiquée à l'auditeur. Pour Dante, l'imagination est une faculté intermédiaire, miel d'idées abstraites pour l'intellect. Bruno conçoit l'imagination comme essence de l'art. Avec Jung et sa théorie des archétypes, les symboles redeviennent des universaux et l'inconscient collectif redevient une activité de participation à la vérité du monde. La maladie comme infortune de l'imagination. Maladie considérée comme un comportement s'enracinant dans la volonté du malade. L'anticipation imaginaire de la maladie produit la maladie. La tradition chrétienne identifie péché et maladie. Par le péché, la mort est entrée dans le monde. Maladie comme moindre mal, un arrangement avec la névrose de façon à la rendre compatible avec la nécessité d'un ajustement à l'entourage. L'acte social est aujourd'hui accompagné d'un certificat médical ou d'un rapport d'expertise. Le psychologue devient l'universel consultant. La psychanalyse s'est tournée vers les œuvres littéraires. Le roman, la fiction portent témoignage pour la psychologie. Freud continue dans la psyché, la révolution copernicienne entreprise par Darwin dans l'ordre zoologique. Curieuse coexistence de la joie de découvrir avec le sentiment tragique éveillé par l'aspect sombre de l'objet découvert. La vie de l'individu devant s'accorder avec les exigences de la nature et celles de la culture. L'homme immergé dans la nature est soumis aux lois. Le poète comparé au rêveur éveillé doué du pouvoir de manifester la vie affective. Freud invite l'analysé à s'abandonner à l'inconscient. Tout le travail consistera à récupérer de la conscience sur l'inconscient. Il distingue chez Dostoïevski le poète, le névrosé, le moraliste et le pécheur. L'écrivain fait comme l'enfant qui joue. Il crée un monde de fantaisie
qu'il prend très au sérieux. L'art, activité ludique de type archaïque et narcissique. L'art proche de la magie, s'en remettant à la toute-puissance de la pensée pour obtenir la satisfaction du désir. L'œuvre rencontrant le succès, l'artiste aura obtenu par voie détournée ce qu'il était incapable d'atteindre directement. Honneur, puissance et amour des femmes. Fonction médiatrice de l'œuvre d'art, entre l'artiste et ses contemporains. La critique littéraire tirera bénéfice à pratiquer le principe psychanalytique de l'attention flottante, la bienveillance aux aguets. L'histoire intérieure d'un homme, c'est l'histoire de sa relation avec le monde et avec les autres. Pour la psychanalyse, c'est l'histoire des états successifs du désir. L'œuvre soutenue par l'être, qu'il a produite, est acte du désir, intention manifestée. Il est bon de connaître l'histoire intérieure qui précède l'œuvre si l'on veut pouvoir déchiffrer la visée de l'œuvre. Le sens surabonde, il faut savoir l'accueillir. La compréhension est par principe pour Jasper inachevée et inachevable, reprochant à la psychanalyse de se donner l'illusion d'avoir tout compris alors qu'elle n'a fait que réduire et traduire les problèmes dans les termes d'un vocabulaire préétabli. Compréhension hypothétique. Dans le mythe de Psyché, le regard de la connaissance est en même temps le regard de l'amour. Nul amour dans l'indiscrétion sacrilège, le regard est agression du chasseur sur le bain de Diane. Action transformée en bête périe déchirée par sa propre meute. Avec Freud, Hamlet se trouve lié au développement du penchant infantile pour la mère, hystérie. Conflit intérieur opposant des forces d'une violence extraordinaire. Énergie inconsciente se spécifiant comme pulsion édipienne. Impossibilité de surmonter le sentiment de culpabilité. L'inaction d'Hamlet est l'envers d'une terrible action intérieure. Le fils que Shakespeare perdit en bas âge portait le nom de Hamnet. Hamlet traite de la relation du fils avec ses parents. Macbeth repose sur le thème de l'absence d'enfant. Le poète est un rêveur qui ne sait pas analyser. Freud est un Shakespeare qui sait analyser. À Arnold Zweig, il répète « Si nous étions traités selon nos mérites, qui pourrait échapper à la fustigation ?» Freud, en 1938, écrivant à son frère, achève une lettre par le reste et silence. L'inconscient n'est pas seulement langage, il est dramaturgie, parole mise en scène, action parlée. Oedipe est la profondeur même. Hamlet dénonce l'être et le paraître, maladie scandaleuse. Le paraître est le poison universel dont se meurt le monde, l'État et les individus. Les apparences mentent, métaphore traditionnelle qui fait du théâtre le miroir de la vie. Il montre à la vertu son portrait et à la niaiserie son visage. Hamlet, au fil des siècles, a changé de visage, car il a eu d'autres spectateurs et d'autres lecteurs. La pièce de Shakespeare, œuvre incohérente, construite à la hâte par addition successive d'éléments hétérogènes. Anamorphose dépendant du point de vue spectateur. La tragédie d'Oedipe a la plénitude du symbole et nous bouleverse par son efficacité symbolique. Hamlet a pour thème métaphysique le divorce de la conscience et d'un monde mauvais. Shakespeare réduit au rôle de prête-nom, derrière lui un autre écrivain, un grand personnage. Avec Freud, la cause cachée est le complexe d'Oedipe, la nécessité par excellence. Le sens d'Hamlet s'achève dans et par Oedipe. Oedipe est la figure directrice de l'interprétation. Tragédie du caractère d'Hamlet, tragédie du destin d'Oedipe. Inhibition, non-dépassement d'Hamlet, tendance infantile. Et transgression, punition exprimée par Oedipe. Hamlet, paradigme de la névrose, qui cache son secret, résistance du névrosé. Pour Freud, l'énigme, le sphinx, c'est l'hystérie. C'est la névrose. Hamlet n'est pas le meurtrier de son père, mais son vengeur, hésitant, qui retarde l'acte de la vengeance, hanté et tenté par le suicide. Double négation équivalente à une affirmation. Pas meurtre, pas vengeance. Donc, il n'a cessé inconsciemment de désirer le commettre. Breton, offensé par Freud, parlant du surréalisme comme d'un mouvement artistique.
Le surréalisme ne se confine pas à l'art, se vengera de la méprise par une méprise inverse, louant Freud pour ses qualités, merveilleuse sensibilité toujours en éveil, et pour sa vie, alors que la vérité scientifique était le tableau gagnant de Freud. Breton irrité du positivisme et de voir des distinctions des frontières, Breton travaille au triomphe d'un monisme magique et matérialiste, où l'énergie du désir puisse être mobilisée dans tous les sens, et la transformation de la société puisse être entreprise par-delà des obstacles dogmatiques. Désir de Breton de projeter l'existence au-delà de toute borne préétablie. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure et au jeu désintéressé de la pensée. Recours à l'automatisme comme procédé libérateur. L'automatisme favorise la manifestation de la pensée à l'état pur et permet à la conscience d'atteindre un état qualitativement supérieur à celui de nos activités vigiles ordinaires, que la tyrannie de la logique rationnelle contient dans d'étroites limites. Pour Myers, chacun est en réalité une entité spirituelle permanente, une âme dont notre personnalité ordinaire, notre moi conscient, n'est qu'une minime parcelle, comparaison avec le spectre solaire. Jung rapporte sarcastiquement que Freud lui a demandé de promettre de ne jamais abandonner la théorie sexuelle, étant le plus essentiel, le dogme. Plein de passion, comme le père disant à son fils d'aller tous les dimanches à l'église. Un dogme, un bastion contre quoi, lui demanda Jung, contre l'occultisme, le flot de vase noir de l'occultisme, lui rétorqua Freud. Jean Starobinski, la relation critique. Merci.